Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 8h45, est-ce que vous soutenez le mouvement de grève? On va voir ça dans un instant avec vous au 0826 300 300, Lydia Guérousse et Eric Revel. Mais juste avant ça, je voudrais attirer votre attention sur ce qui s'est passé en fait et un témoignage hier. Nous avons Anthony Martin Smith qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Hier, donc, ce témoignage qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Vous êtes aveugle. On vous a violemment refusé l'accès à un chauffeur Uber à cause de votre handicap et de votre chien. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait, parce que ça a été filmé. Monsieur, je suis avec ma petite fille de 4 ans, je dois l'emmener à l'école. Je suis non-voyant, c'est un chien guide. Vous êtes obligé de le prendre, monsieur. Non, je ne peux pas la vérité. Non, mais... Ah, tu... Non, arrête, s'il te plaît. tu te calmes. Monsieur, tu s'il te te plaît. Non, tu je te prends pas calmes. le chien de la voiture. Tu te calmes. Tu te Prends pas calmes. le chien de la voiture. Lâchez 60 000 €, s'il te plaît. Ramène, s'il te plaît. Non, monsieur. Arrête, descends. Descends, s'il te plaît. C'est mal dit, hein. Voilà, donc on l'entend, ça a été extrêmement violent. Qu'est-ce qui s'est passé précisément, Anthony Martin Smith, alors? Il est 8h48 quand devant mon domicile je commande un Uber. Je suis accompagné de ma petite fille de 4 ans et de sa grand-mère que je dois ramener à son domicile. J'avais pour accompagner tout d'abord ma fille à l'école. Je me présente au chauffeur. J'ai maintenant le réflexe de filmer parce que les refus de chien guide sont assez légion. Le chauffeur voit le chien, il manifeste tout de suite une opposition. Il me dit qu'il ne prend pas les chiens, que de lui dans l'application il est chauffeur berline, pas Uber Pet, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il cherche à faire comprendre. Je lui rappelle la loi en la matière, qu'il n'a pas le droit de refuser un chien guide. Et puis là, le ton monte de son côté. Moi, je tente de conserver mon calme eu égard à la situation. Il y a d'autres passants qui s'en mêlent. Lui, il est persuadé que je l'ai agressé alors que j'ai juste manifesté qu'il ne devait pas refuser un chien guide. Il a fini par transiger et dire très bien, je vous prends. Donc je lui dis, écoutez, de toute façon, rassurez-vous, moi le chien, je vais le mettre dans le coffre. Il ouvre le coffre, je fais monter le chien et puis il fait descendre le chien en hurlant. Il me touche, je lui dis ne me touche pas. Il me touche à plusieurs reprises, donc je répète le fait de ne pas me toucher. Il ferme le coffre. Il dit non mais il n'y a pas de souci, moi je vous prends. Donc il rouvre de nouveau le coffre. Donc je refais monter le chien dans le coffre. Il le refait descendre. Donc là je me dis bon bah finalement ils veulent faire monter dans l'habitacle. Donc j'ouvre la porte arrière droit pour faire monter le chien monte. Et c'est là où il me saute dessus, m'agrippe, me frappe. Et donc là, je le maîtrise physiquement. Je lui demande de se calmer. Je lui dis, tu te calmes. On rappelle que vous êtes aveugle, donc bien sûr, quoi. Je suis aveugle, effectivement. Je suis aussi judoka, donc j'apprends à maîtriser aussi la force qui m'est induite par l'autre. Finalement, il finit par lâcher prise. Il fait le tour de la voiture. Il ouvre la porte côté passager gauche, arrière. Et là, il s'en prend violemment à mon chien. C'est ce que l'on entend lorsqu'il dit que sa voiture coûte 60 000 €. Il tire le chien par son arrière-train et son harnais. Et donc là, voilà, je récupère le chien comme je peux et je le fais sortir. Il refait le tour vers moi et là, il se met à taper violemment sur sa voiture si précieuse. Voilà, et oui, c'est d'une violence inouïe. Oui, alors bon, ça s'est passé à 8h45. Est-ce que la plateforme a été avertie? Est-ce qu'elle a réagi? La plateforme a été avertie, oui, effectivement. J'en ai fait un signalement. Elle a réagi comme elle a l'habitude de réagir, c'est-à-dire que nous allons prendre les dispositions vis-à-vis de ce chauffeur. Nous allons en faire en sorte que vous ne le croisiez moins. Et si vous le recroisez, merci d'annuler. En tout cas, c'est en premier propos ce que l'on me dit. En deuxième propos, puisque quelqu'un me rappelle, on me dit que le chauffeur a été suspendu. C'est également ce qu'ils ont dit à un journaliste qui a pris attache avec eux dans la journée hier. Mais bon, on est toujours en réaction sur cette plateforme.
Merci Anthony Martin Smith d'avoir témoigné en direct ce matin sur ce fait qui évidemment interpelle beaucoup qui s'est passé en ce début de semaine. Un mot, Lydia Guéroux, je vous voyais en fait choquée. Oui, complètement, profondément choquée. Plusieurs choses. D'abord, comment peut-on refuser l'accès à une personne non-voyante qui est accompagnée de son chien guide, en dehors du fait que ce soit interdit par la loi? Comment faire preuve d'agressivité devant une enfant de 4 ans? Il me semble que monsieur était accompagné par sa fille de 4 ans qu'il voulait emmener à l'école. Et puis un coup de gueule contre Uber, parce qu'Uber, c'est pas la première fois qu'il y a ce type d'incidents qui sont dénoncés. Alors pas forcément liés aux chiens d'aveugle, mais des prises en charge de clients qui sont scandaleuses, avec de l'agressivité. Moi-même, j'ai eu affaire à des chauffeurs Uber qui ont été insultants, agressifs, menaçants. Et Uber ne réagit jamais. Il y a eu des cas de femmes qui ont été agressées sexuellement aussi par des chauffeurs Uber. Et je trouve que cette plateforme devrait faire davantage d'efforts et prendre des mesures pour former et peut-être mieux contrôler le recrutement de des chauffeurs. Dès que j'ai la possibilité de le faire, je préfère prendre des taxis classiques. Au moins, on a non, mais après, il y a des chauffeurs Uber, il y a des chauffeurs Uber avec qui ça se passe très bien aussi, bien sûr. Mais il y en a toujours, évidemment, comme dans toute la société, où il y a des gens qui ont des comportements qui sont inappropriés. Donc, venons-en à la réforme des retraites. On en débattra beaucoup chez Valérie Expert dans un instant. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un blocage plus fort et une mobilisation plus forte aujourd'hui, Lydia Guéroux, que les fois précédentes? C'est l'acte 6. Lydia et puis Éric Revel. Écoutez, là, je pense que la journée va être assez difficile pour le gouvernement. C'est quand même, ça fait un moment maintenant que les mobilisations se multiplient et qu'elles sont quand même assez conséquentes. J'ai du mal à voir comment le gouvernement va pouvoir maintenir ou lâcher sur certains points pour calmer cette mobilisation. Il y a des secteurs stratégiques qui vont être mis à mal quand même. Les tensions vont commencer à monter et la difficulté, c'est que l'opinion publique, pour le moment, elle est plutôt du côté des grévistes et de l'opposition. Oui, et alors est-ce que ça peut se maintenir? C'est l'une des questions d'ailleurs, parce que c'est vrai, Éric Revel. Je pense que c'est à la fois la journée charnière et la journée tremplin. C'est la journée charnière parce qu'on rentre dans le dur du dur, c'est-à-dire l'affrontement par foule interposée entre les syndicats et le gouvernement, donc c'est charnière, mais tremplin aussi parce que suivant le nombre de personnes qui vont être mobilisées le 7 mars, ça donnera ou pas de l'élan à la suite de la mobilisation. Si la mobilisation elle est inférieure aux chiffres, par exemple, qui ont été avancés par la police, on dit jusqu'à 1,4 million, le tremplin sera pas suffisant pour se projeter ailleurs. Donc je pense que c'est charnière cette journée et en même temps tremplin pour les syndicats parce que ça donnera à penser ce que peut être le mouvement dans les jours qui viennent. Oui, alors c'est ça, parce que mobilisation aujourd'hui, quid de la suite, quoi. La suite qui va sans doute passer par du blocage. Donc il y a une forme dans certains secteurs. Il y a une forme de va-tout, il y a une forme de coup de poker aussi des syndicats qui se refont la cerise aussi là. On les avait enterrés trop vite. Nicolas Sarkozy nous expliquait que dorénavant, quand on aurait une manif, on s'en apercevrait plus. Vous voyez, une mobilisation. Donc les syndicats sont de retour. Ils jouent gros sur cette mobilisation. Ils jouent gros aussi sur la façon dont ils sortiront ou pas du conflit, avec ou sans retrait de la réforme. Et il y a tout ça. Oui, non, mais c'est vrai, c'est une semaine de va-tout, quoi, en quelque sorte, pour à la fois les syndicats et puis de son côté aussi pour la majorité et le gouvernement. 0826 300 300, c'est Gérard de Condom dans le Gers qui est avec nous pour réagir aussi. Bonjour Gérard. Bonjour Sud Radio. Et je suis très content de vous retrouver. Oui. Et moi, je voudrais surtout parler des solutions, bien que j'aimerais aussi pouvoir parler de quelques principes de réalité. Parce que ce qu'on peut observer, d'une manière objective, c'est que ce gouvernement Macron, il se soucie très peu de l'intérêt général des Français, mais plutôt du pouvoir de nuisance de certains, ce qui fausse le débat. Parce que le débat, il doit être sur les solutions.
Oui. Il ne doit pas... chacun a ses solutions. C'est-à-dire que les opposants, eux, disent notre solution, c'est vous retirez ce texte et puis on retravaille sur autre chose. Le gouvernement, lui, dit... c'est pas une solution. Oui, c'est vrai. Alors, si vous aviez... Gérard, si vous aviez une solution... moi, j'en ai plusieurs à proposer. Ah bon, plusieurs. Bon, alors donnez-en 2 ou 3. Mais... La première des solutions... parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, le pouvoir de nuisance, il est surtout du côté de ceux qui veulent utiliser la force des régimes spéciaux. Oui. Or, là, ils n'ont pas tout à fait tort, parce que c'est M. Macron lui-même qui nous a parlé des premiers de cordée. Alors moi, je me demande comment on peut se souhaiter les premiers de cordée sans reconnaître la pénibilité de l'emploi. Donc, là, vos solutions, c'est... Alors, vos solutions, allons rapidement, parce qu'il nous reste une petite minute, moi Gérard. C'est quoi? C'est la reconnaissance davantage de la pénibilité. Ça, c'est la première solution. Oui. D'accord. Dans un premier temps, moi ce que je pense, la première solution à la pénibilité, c'est que dès qu'on arrive dans les 55-60 ans, en fonction du degré de souffrance de l'individu au travail, il faut pouvoir mettre cette personne à travailler à mi-temps, moitié payée par son travail, moitié par la caisse de retraite. Tout le monde est gagnant. La caisse de retraite ne sort pas une retraite complète et elle continue à être alimentée. Non, mais ça, c'est une solution. Ça a été évoqué à quelques reprises. Pourquoi pas? On continuera d'en parler dans un instant, d'ailleurs, avec Valérie Expert et ses débatteurs, bien sûr. Et puis ensuite, toutes nos émissions. Jean-Jacques Bourdin, qui vous donnera largement la parole aussi entre 10h30 et 12h30, ainsi qu'André Berkoff ce midi. Il est 8h57. Merci Lydia Guérousse, Éric Revel. Et vous aussi, je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous exprimer. Vous pouvez, 0826 300 300.